L'Alberta, on vous le disait hier, la Saskatchewan ont annoncé l'abandon du passeport vaccinal dans les prochaines semaines. Ça fait partie des revendications des manifestants tant à Québec, fin de semaine dernière, qu'ailleurs au Canada. Mais est-ce qu'on pourrait se le permettre ici au Québec? André Veillette est immunologiste à l'Institut de recherche clinique de Montréal, membre du groupe de travail sur la vaccination contre la COVID. Docteur Veillette, bonsoir. Bonsoir. D'abord, j'aimerais qu'on fasse parler la science, puis on est là pour ça ce soir. Scientifiquement, est-ce qu'on sait si une mesure comme le passeport vaccinal a un impact sur la propagation du virus? Écoutez, si vous me demandez, est-ce qu'il y a des évidences scientifiques indéniables qu'un passeport vaccinal diminue les chances d'attraper la COVID, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y a pas eu d'études, à ce que je sache du moins, il n'y a pas eu d'études randomisées, à savoir une population divisée en deux. D'un côté, on fait le passeport vaccinal, de l'autre côté, on ne le fait pas. Mais bon, si on se sert de la logique, on sait quand même que les non-vaccinés ont plus de chances d'être infectés par le virus. Et quand ils sont infectés, ils ont plus de chances d'avoir de virus pendant un bon bout de temps. Et évidemment, à cause de ça, ont plus de chances d'infecter les autres. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on peut se dire que le passeport vaccinal qui va diminuer les contacts entre les non-vaccinés et les vaccinés, a des bonnes chances, je pense, de diminuer la transmission chez les vaccinés et vice-versa. Alors, je pense que le gouvernement se fait souvent prendre à son jeu quand il parle qu'il y a des évidences scientifiques pour justifier une mesure sanitaire, comme on se rappelle le party du jour de l'an avec le confinement, où on se rappelle aussi l'intervalle entre les troisièmes doses. Puis chaque fois, ils se font prendre. Et puis, je pense que le mieux, c'est de dire qu'il n'y en a pas d'évidence, mais que c'est le gros bon sens qui fait qu'il y a des bonnes chances que ça diminue le risque quand même, que les vaccinés infectent les non-vaccinés, puis que les non-vaccinés infectent les vaccinés, puis qu'en bout de ligne, les non-vaccinés soient malades. Alors, je pense que c'est une question de grosse logique. Même dans une population comme la nôtre, avec 90 de vaccinés, parce qu'on veut protéger, on veut dire aux personnes vaccinées, allez dans ce commerce-là, vous serez certain que les gens qui y sont des personnes qui sont doublement vaccinées au minimum. Or, avec une population à 90 vaccinée, les chances qu'on tombe sur une personne non vaccinée porteuse du virus sont quand même assez minces, là. Bien là, il ne faut pas oublier qu'on fait face aussi à un autre variant, qui est le variant d'Omicron, où je pense que la troisième dose est vraiment critique pour parler de pleine vaccination. Et puis même dans le temps de Delta, je pense que la troisième dose était critique. Alors, on a finalement une population qui est partiellement vaccinée, 90 avec 2 doses. Quand on regarde maintenant pour la troisième dose, c'est seulement chez les gens de 60 ans et plus, je pense, où on a 82 mais après ça, plus bas que ça, c'est clair qu'il y a une population qui est seulement partiellement vaccinée au niveau de la troisième dose. Alors, je pense qu'il faut faire attention. On était fiers de notre taux de vaccination à l'été, mais là, on a pris pas mal de retard. Puis présentement, je ne dirais pas qu'on aurait une population à 90 qui est pleinement vaccinée. Oui, effectivement, c'est un bon moyen de le rappeler aux gens, ça. Le premier ministre a dit hier, puis le ministre de la Santé également nous répète qu'on doit apprendre à vivre avec le virus et qu'on allait faire davantage confiance aux Québécois pour évaluer, gérer le niveau de risque. Est-ce que, malgré 2 ans de pandémie, on a les connaissances, je parle de la population, nécessaires pour pouvoir bien gérer le niveau de risque? Bien, je pense qu'on a une amorce de connaissances, puis ça varie probablement d'une personne à l'autre. Évidemment, il y avait des gens qui ne respectaient pas les consignes sanitaires. Alors, ces gens-là, ça va avoir aucun impact. Puis je pense que je ne suis pas certain qu'on puisse changer leur comportement. Il y a des gens qui, malheureusement, vont penser que le fait qu'on relâche les mesures, ça veut dire que maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Qu'on est sécuritaire et puis on a la bénédiction de la santé publique et du gouvernement pour le faire. Puis c'est là où je pense qu'il y a un danger. C'est clair qu'il faut dire aux gens qu'écoutez, puis je pense que la santé publique puis le gouvernement ont été très clairs à ce sujet-là, il y a encore des risques. Puis c'est à vous de définir vos risques. Évidemment, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la santé publique gouvernementale donne davantage d'informations et d'outils à la population pour les aider à définir leurs risques. Alors là, on a quelques semaines pour le faire. On se rappelle, à Noël, on avait essayé, au jour de l'an, on avait essayé à Noël, on avait essayé de définir comment les gens peuvent se protéger pour définir leurs risques. Puis ça avait été fait un peu par les journalistes puis les scientifiques, finalement, un peu en catastrophe.
Je pense qu'ici, il y a un travail à faire, puis ça serait important que le gouvernement, la santé publique gouvernementale réalise que c'est leur responsabilité d'outiller en connaissances et en outils là, pratiques, type des tests rapides ou des masques de meilleure qualité, d'outiller la population pour se préparer à gérer le risque d'infection. L'indice d'activité grippale qu'on a à chaque année pour la grippe saisonnière, ça nous donne une indication, il y en a pas mal qui circulent. Est-ce qu'on pourra éventuellement en arriver à ce type d'indice pour la COVID? Est-ce que techniquement, ça se fait? Bien, l'indice grippal, c'est pas très développé, en fait. Il y a beaucoup de gens qui l'attrapent et qui ne s'est jamais rapporté. C'est finalement, dans le cas d'éclosion, par exemple, dans les CHSLD ou RPA, ou des gens qui vont voir le médecin puis qui ont un test pour voir s'ils ont le virus de la grippe dans le nez ou non, ou qui vont à l'urgence. Dans le cas de la COVID, évidemment, la même chose peut arriver. Il peut y avoir aussi des gens qui vont être hospitalisés, mais ça serait bon de faire une surveillance générale de la population. Puis ça revient à un peu quelque chose qu'on parle souvent récemment, l'analyse des eaux usées, où je pense les gens, une fois qu'ils vont à la toilette, leur virus est excrété dans les eaux usées, puis ça peut se retrouver dans les eaux d'égout. Et puis, on peut tester les eaux d'égout pour voir, combien il y a de virus, puis pour voir aussi par PCR quel type de virus de la COVID il y a, puis détecter possiblement des nouveaux variants. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être développé. Ça coûte pas très cher. Je pense que c'est de très haute qualité. Il y a des études qui ont été faites à Québec et à Montréal. De gens, on a le personnel, les laboratoires qui ont été formés pour faire ces études-là. Puis c'est quelque chose que j'espère le gouvernement va mettre davantage à l'avant pour aider à définir, comme vous dites, un indice COVID, pour que quand l'indice est élevé, les gens commencent à faire plus attention. Puis là, on revient à l'éducation dont on parlait plus tôt, dire aux gens aussi qu'est-ce que vous devriez faire quand l'indice COVID est élevé. Vous devriez faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Ça fait partie de la fameuse expression d'apprendre à vivre avec le virus. Docteur Veillette, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.